Bonjour à tous. Le samedi 9 janvier 2021, je venais de déposer mes enfants chez mes parents, parce que mes parents gardent mes enfants souvent le samedi soir. Vous savez, j'ai beaucoup de chance. Et ce jour-là, ça m'a bien servi, parce qu'avec plusieurs de mes collègues, je reçois un message de notre CEO, Stan, sur Slack, qui nous dit « Ça y est, le gouvernement fait appel à nous pour la vaccination. On a 3 jours ouvrés, lundi, mardi, mercredi, pour équiper 300 centres. » Je m'appelle Léo Lanzarotti, je suis directeur produit chez Doctolib. Ça fait 5 ans bientôt que je travaille chez Doctolib. Avant Doctolib, j'étais dans des sociétés de services et de consulting comme Capgemini, où j'étais chef de projet. Et depuis 2 ans chez Doctolib, je m'occupe de notre outil d'agenda pour les professionnels. Le grand public nous connaît beaucoup pour notre site de prise de rendez-vous par les patients, mais tous ces rendez-vous se déversent dans un agenda auquel les professionnels accèdent et dans lequel ils inscrivent les rendez-vous qu'ils prennent eux-mêmes. Et c'est de ce produit dont je m'occupe depuis 2 ans. Et en novembre, quand les premiers vaccins contre la Covid-19 s'apprêtaient à être autorisés sur le marché, notre CPO m'a demandé de m'occuper aussi de la vaccination. À l'époque, ça voulait dire définir avec les équipes stratégie de Doctolib ce qu'on voulait changer dans le produit, pour quel client, et mettre en œuvre tout ça. Au tout début, on n'avait pas spécialement de projet concret, on voulait juste se préparer, mais assez rapidement, il y a un très grand compte qui s'adresse à nous, en Allemagne, et c'est le Sénat de Berlin. Le Sénat de Berlin fait appel à Doctolib pour équiper 6 centres de vaccination pour vacciner toute la population de Berlin. Alors je décide de monter une task force avec plusieurs product managers. Oups. Bonjour à tous, je m'appelle Martin Bouge. Moi, ça fait un peu plus d'1 an que je suis chez Doctolib. Depuis que je suis arrivé chez Doctolib, je m'occupe du produit de recherche et de réservation en ligne côté patient, donc le produit que vous avez a priori utilisé si vous avez pris rendez-vous pour votre vaccin ou chez votre médecin généraliste avec Doctolib. Et pour moi, le Covid, en fait, ça a démarré au 2e confinement, au moment où il a fallu qu'on mette sur le site patient des messages pour que les patients évitent de renoncer aux soins, parce que pendant le 2e confinement, contrairement au premier, les cabinets médicaux n'étaient pas fermés, et donc on voulait pousser les patients à continuer à consulter. Et donc ça a démarré fin octobre, et donc c'est tout naturellement en fait que j'ai rejoint la task force de Léo pour m'occuper de tout ce qui était patient sur la partie vaccination. Donc pour Berlin, les principaux changements qu'on apporte au produit, c'est ce changement-là. La prise de rendez-vous des 2 injections en un seul funnel, côté patient, mais aussi côté professionnel. Il y a pas mal d'autres changements qu'on a déjà apportés au produit, mais celui-là, c'est vraiment le changement majeur, le plus important, et c'est celui qui nous a occupés en fait, pendant des mois, pendant toute la durée de ces projets. Pourquoi? Parce qu'il touche à quelque chose de central dans notre logiciel, qui est l'algorithme de recherche de disponibilité, qui est très complexe techniquement, fonctionnellement, et qui en plus de ça nous demande beaucoup de ressources sur nos serveurs pour l'exécuter. Donc là, il fallait trouver des disponibilités pour les 2 créneaux en un seul coup, et c'était assez complexe. Il y a eu d'autres changements, par exemple à Berlin, les premiers patients qui ont eu le droit de se faire vacciner recevaient un courrier postal pour leur indiquer qu'ils étaient éligibles, avec un code, et ce code devait être saisi dans le booking funnel par les patients, ou au téléphone, pour les gens qui prenaient rendez-vous au téléphone, et les agents, en fait, devaient vérifier le code dans Doctolib, mais côté professionnel. Donc, pas mal de changements, mais celui-là principalement. Quelques semaines plus tard, après pas mal d'aventures et de difficultés, sachant qu'initialement, quand le Sénat de Berlin s'adressait à nous, le cahier des charges, c'était « on veut être live dans 3 semaines, et en 3 semaines, on vaccinera 400 000 personnes ». Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé parce qu'il y a eu surtout un problème d'approvisionnement de doses, comme dans toute l'Europe. Mais initialement, c'est le challenge qu'on nous a donné, donc pas mal de pain sur la planche. Finalement, on est live le jour de Noël, et mon cadeau, c'est ce message de mes collègues allemands qui nous informe qu'il y a déjà eu 9 rendez-vous pris en ligne par des patients. Ceux qui lisent vite dans la salle verront aussi qu'il y a une suspicion de bug, mais ce n'était pas ça mon cadeau. Puis finalement, il n'y avait pas de bug, donc tout allait bien. Retour le 9 janvier. Du coup, heureusement qu'on avait déjà fait tout ce travail pour Berlin et qu'on avait déjà d'ailleurs commencé à l'adapter pour la France, puisque du coup, on ne part pas de zéro. Et donc, il faut qu'on ait un plan d'action assez carré pour délivrer en 3 jours tout ce projet. Depuis novembre, depuis le début de cette task force, j'avais mis en place une synchro quotidienne avec tous les product managers. Et ça, c'est une synchro en fait qui a duré jusqu'à cet été.
tous les matins, qui a été assez centrale et qui nous a permis d'être agile, d'être bien synchrone, et dans laquelle finalement on a ajouté pas que des PM, il y avait aussi des représentants de la tech, notamment l'engineering director qui a suivi tous les devs sur le sujet, mais aussi la chef de projet de tous les sujets vaccination chez Doctolib, qui a coordonné toutes les équipes Doctolib et qui faisait le lien avec le gouvernement, avec qui on était en contact quasiment tous les jours. Et donc ça a été assez central. On va y revenir, mais c'est un projet où il y avait beaucoup de changements, avec des jalons extrêmement serrés. Et donc on avait besoin d'être très agile. Le matin, on prenait vraiment des décisions quasiment tous les jours, parfois sur des choses qui partaient en prod le soir même. Et on avait besoin d'être très synchrone. Par un moment, il y avait aussi même des gens qui venaient à cette réunion juste pour écouter, comme par exemple des personnes du support. Comme ça, ils étaient au fait des derniers changements, ils pouvaient retransmettre l'information à toutes les équipes, qui pouvaient du coup être bien réactives au téléphone pour les médecins et les centres de vaccination qui avaient besoin d'aide. Donc je mets à jour l'ordre du jour de cette réunion pour le lundi qui suit, le lundi matin. Donc, bon, moi j'ai fait ça le dimanche parce que finalement ce week-end-là, c'est pas une habitude, mais il fallait quand même, c'était assez exceptionnel comme situation, il fallait qu'on se prépare. Donc avec certains collègues, on a préparé un plan d'action. Dimanche soir, je mets à jour cette invitation. Je sais bien que les gens la liront le lundi matin, mais moi j'avais besoin d'être prêt aussi, donc ça m'a aussi aidé. Voilà, le message était assez simple. Il faut qu'on arrête tout ce qu'on est en train de faire, qu'on se concentre à fond là-dessus. On avait déjà un plan produit. Par contre, on n'avait pas prévu qu'il soit live dans 3 jours. Il fallait qu'on s'organise pour y arriver en 3 jours. Et il y avait quand même, dans le cahier des charges du gouvernement, dont on a pris connaissance ce week-end-là, quelques changements à apporter, qui étaient mineurs, mais qu'il fallait quand même faire. Et encore une fois, on n'avait que 3 jours. Et effectivement, je peux vous confirmer avec le recul que la semaine a été assez intense et assez folle. Donc le lundi, on a fini, une première bonne nouvelle, d'adapter tout ce qu'on a fait pour Berlin sur le site français. Et il se trouve en fait qu'on avait déjà, avant même de démarrer cette semaine, 70 centres qui utilisaient Doctolib pour gérer la vaccination. Avant même que le gouvernement lance une initiative nationale pilotée par le gouvernement, il y a des centres qui vaccinaient déjà, qui avaient besoin de s'équiper, qui utilisaient Doctolib sans fonctionnalité particulière vaccination, le produit classique. Donc ces centres-là, on a dû les migrer peu à peu vers le fonctionnel vaccination. On a lancé 70 centres de plus lundi, et comme vous pouvez voir sur cette slide, des centaines tous les jours en fait, en plus. Et avec ce volume, on a eu une diversité de configurations de clients qu'on n'avait pas connues à Berlin, puisqu'à Berlin, on avait un client, c'était Berlin, qui nous a mis en valeur certains bugs, certains dysfonctionnements. Donc en fait, on a passé la semaine à arranger tout ça. Le mercredi, quand le gouvernement nous a demandé de décaler d'1 jour l'ouverture à la réservation en ligne, on n'était pas fâchés. C'est pas nous qui avons demandé, mais on a dit oui, bien sûr, pas de problème. La vraie raison pour le gouvernement, c'était qu'il y avait des centres qui étaient en train de se lancer, parce que tous les centres, je ne sais pas si tout le monde a bien conscience, que beaucoup de centres se sont montés complètement de zéro par des professionnels de santé qui se sont dégagés du temps pour ça, qui ont décidé de créer des centres. Donc il y avait des centres qui n'étaient même pas encore créés, qui voulaient aussi être prêts. Donc le gouvernement a décalé d'1 jour. Du coup, jeudi soir, soirée dont je me rappellerai longtemps, je pense, dernière mise en prod des dernières Optimes, avec notre CEO, notre CPO, notre CTO, on était tous sur le pont, on voulait s'assurer que tout se passe bien, avec ce screenshot. Et vendredi, ouverture de la prise de rendez-vous en ligne, 715 centres par rapport aux 300 initialement visés, et ce jour-là, quasiment 800 000 rendez-vous pris, et quasiment tous en ligne. Donc une très grosse semaine, mais ça, en fait, c'était que le début. Une des premières difficultés qu'on a eues, un des premiers gros sujets qu'on a eu à traiter, c'était comment est-ce qu'on gérait l'éligibilité côté patient. Donc, je pense que vous vous en souvenez tous, mais au début, suivant votre situation professionnelle, votre âge, le type de maladie que vous étiez éligible à certains vaccins et à certaines périodes. Et grosso modo, il y a 2 grosses manières de faire ça d'un point de vue produit, en tout cas qu'on avait identifié. La première, c'est de mettre en place un moteur de règles dans lequel le patient va répondre à des questions, quel âge avez-vous, quelle profession faites-vous, etc. Et qui va à la fin dire, vous êtes dans telle catégorie, donc c'est tel vaccin, et voici les créneaux qui vous correspondent. La deuxième manière, c'est de faire quelque chose de plus simple, de ce qu'on a appelé à plat, c'est-à-dire juste de montrer l'information de toutes les catégories. Là, c'est le patient qui va aller lire dans chacune des catégories, trouver dans laquelle il est, et continuer son parcours de prise de rendez-vous. Alors, si vous avez pris rendez-vous pour votre vaccination sur Doctolib, vous avez dû vous rendre compte que c'est la deuxième solution qu'on a prise. Et en fait, ce n'était pas du tout un choix intuitif, notamment parce qu'on savait que l'UX allait être moins bonne. Il y a tout un débat sur est-ce qu'il vaut mieux poser des questions ou mettre de l'information. Mais là où on était sûr que l'UX allait être moins bonne, c'est que quand on met toutes ces catégories à plat, en fait, on est obligé de dupliquer
des catégories, et on se retrouve très vite avec 7-8 catégories différentes, sachant que la majorité de notre audience est sur mobile, on se retrouve avec quelque chose qui commence à scroller, qui n'est pas top, etc. Mais la raison pour laquelle on a fait ce choix, c'est qu'on se doutait qu'on allait devoir changer très souvent ces catégories-là. Et en fait, en développant ce système, cette modale à plat, on a développé avec un petit back-office qui nous permettait de changer le contenu quasiment en temps réel, et donc sans passer par du développement, du déploiement, etc. Alors ça nous a beaucoup servi. Pour vous donner une idée du type de réactivité qu'on devait avoir, il nous est arrivé d'apprendre un changement un dimanche soir sur Twitter, et il fallait que ça soit en prod le lendemain matin à 9 h. Donc clairement, aller faire du dev là-dedans ou faire un déploiement, ça devenait assez compliqué. Par contre, ça décale quelque chose, c'est-à-dire que toute la complexité que vous n'avez pas codée, que vous n'avez pas mis dans le produit, il faut bien qu'elle aille quelque part. Et en fait, ce quelque part, c'est dans la tête du PM. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le gouvernement mettait à jour l'éligibilité des vaccins, en fait, on maintenait un fichier qui, pour chaque catégorie de personnes, chaque maladie, chaque type de centre de vaccination, disait en gros vrai ou faux si vous étiez éligible pour ce vaccin dans ce type de conditions. Le fichier était horrible, mais en fait c'est ce qui nous permettait de mettre en place les catégories et donc d'avoir cette réactivité. On s'est beaucoup posé la question, au fur et à mesure de ces 6 mois, quand les critères d'éligibilité changeaient, de se dire est-ce qu'on change, est-ce qu'on fait quelque chose d'un peu plus chiadé, où on pose des questions, etc. Et en fait, à chaque fois, on s'est dit non, on essaye de rester là-dessus, parce que si on a besoin de changer rapidement, ça va nous sauver. Et finalement, en fait, l'histoire nous a pas mal conforté dans ce choix-là, parce qu'on a dû continuer à être réactif tout au long de la campagne, pendant les 6 mois que ça a duré. Un autre challenge, ça a été l'arrivée dans la vaccination des médecins généralistes et des pharmaciens. Donc, depuis janvier, il n'y avait que des centres de vaccination qui vaccinaient. Ça faisait 1 mois et demi qu'on avait lancé ça, on commençait à être bien rodé, on avait beaucoup de travail quand même, et début février, le gouvernement nous indique que c'est dans ses projets de bientôt demander aux médecins et aux pharmaciens de vacciner également. Donc, plein de questions se posent à nous, puisque les centres de vaccination, ils font que ça, ils font de la vaccination, alors que les médecins, ils font de la vaccination, mais aussi des consultations. Donc, est-ce qu'ils vont s'organiser de la même façon? Non, du coup, c'est sûr même. Mais quels vont être leurs choix? Est-ce que le produit qu'on a fait pour les centres de vaccination va marcher pour eux? Donc, on a besoin, évidemment, basique, de parler à des médecins. Sauf que, à ce moment-là, les médecins, ils sont très occupés, évidemment, on est en pleine pandémie. Nous, on est aussi très occupés, puisque pour les centres, on est en train de finaliser une grosse évolution fonctionnelle qui est la gestion des doses. Donc, je vais juste en dire 2-3 mots, mais pas plus parce qu'on a dû sélectionner les sujets qu'on voulait partager aujourd'hui avec vous, faute de temps. Mais en quelques mots, on a mis dans le produit Doctolib côté pro le nombre de doses qui étaient disponibles pour chaque centre par semaine. Une information qu'on récupérait automatiquement auprès du gouvernement et que les centres par ailleurs pouvaient corriger. Et cette information limitait le nombre de rendez-vous disponibles montrés aux patients et d'ailleurs montrés aussi aux pros qui prenaient des rendez-vous. Donc si sur une journée, il y avait théoriquement 100 places pour se faire vacciner, mais que 50 doses déclarées, si 50 rendez-vous étaient pris, alors il n'y avait plus de rendez-vous proposés. Donc ça, c'est un gros changement qui touchait en plus le moteur de disponibilité. Et ça, vous savez, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est extrêmement complexe pour nous. Donc on était en plein là-dedans. On était en train de les devs, il fallait commencer à le déployer. Et on nous annonce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour être prêt pour les médecins généralistes. Il faut parler à des médecins. Comment on fait? Tout le monde est sous l'eau, on n'a pas de temps. Et donc moi, je vous dis, d'une manière ou d'une autre, il faut que je parle à des médecins, obligatoirement. Mais vraiment, mes journées, c'est pas 1 minute de pause. Donc, j'ai envoyé un mail en copie cachée aux 100 derniers médecins qui avaient répondu à notre NPS. Et je leur ai dit, voilà, bonjour docteur, je me suis présenté, je travaille sur la vaccination. Est-ce que je pourrais vous parler? J'aimerais savoir comment vous allez vous organiser pour la vaccination. Est-ce que vous allez d'ailleurs participer? Est-ce qu'on peut s'appeler, s'il vous plaît? J'ai donné mon numéro. J'ai aussi demandé à quelle heure il souhaitait, ou elle souhaitait que je le rappelle. Et en fait, j'ai demandé à 2 personnes de l'équipe de faire la même chose. Et en 2 jours, on a parlé à 30 médecins très rapidement, du coup, et sans que ça nous prenne, nous, beaucoup de temps pour recruter, on va dire. Donc, ce n'est pas une approche parfaite. Je ne sais pas si Alexandra est dans la salle, mais c'est une approche qui, malgré tout, nous a permis de parler très vite à des médecins et de invalider un certain nombre d'idées qu'on avait. Et du coup, on a visé plutôt juste. Quelques semaines plus tard, le gouvernement a donné des directives officielles qui allaient bien dans le sens de nous, ce qu'on avait commencé à prévoir dans le produit.
Du coup, si on prend un tout petit peu de recul, je pense que vous commencez à sentir qu'avec Martin, on passe entre les lignes un message qui indique que ce projet était quand même unique, complexe, et on a un peu réfléchi à qu'est-ce qui a rendu le sujet vaccination pour Doctolib très complexe et unique. Donc c'est, je pense, 3 choses. La première, c'est les changements constants. Martin en a donné un exemple, mais ça c'était un exemple, il y en a eu en fait assez souvent. La deuxième, c'est que c'est un sujet très sensible qui touche de plein fouet la santé de nous tous. Donc moi, par exemple, à titre personnel, et je suis sûr que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, j'étais impatient d'être éligible et d'avoir ma dose de vaccin pour me protéger. Et les gens qui étaient déjà éligibles dès le début de la vaccination, ils voulaient avoir leur rendez-vous. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas assez de doses, tout simplement, hein. Beaucoup de nos problèmes venaient du manque de doses. Donc les gens étaient frustrés, ce que je comprends à 100%, parce que même s'ils étaient éligibles, ils ne trouvaient pas forcément leur dose. Et donc, sujet sensible, qui générait pas mal de frustration. Et le troisième, et c'est ce qui illustre cette image, c'est que nos top managers sur ce projet-là, c'était même pas notre CEO, mais c'était le CEO de la France, Emmanuel Macron, et le Premier ministre et le ministre de la Santé. Donc, quand ils annoncent aux 20h ou à la télé ou dans la presse des changements de la stratégie vaccinale, en fait, nous, on n'a pas vraiment notre mot à dire, il faut qu'on soit prêt au bon moment. Et donc, ça met une certaine pression. Donc, en parlant d'annonces faites par le président de la République, il y a cet exemple dont on voulait vous parler aujourd'hui avec Martin, qui est, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Emmanuel Macron a annoncé que même si vous n'étiez en théorie pas éligible, et à condition d'être majeur bien sûr, vous pouviez prendre rendez-vous pour vous faire vacciner si le rendez-vous était encore disponible 24 heures avant la date du rendez-vous. Donc en gros, si là tout de suite, il y avait un rendez-vous pour ce soir 18h qui n'était pas encore pris, j'ai le droit de le prendre si je suis majeur, même si je n'ai pas encore, à l'époque, je ne sais plus quel était l'âge, 55 ans ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. Donc là, c'est un exemple où, pour le coup, on s'est bien synchronisé avec le gouvernement, puisque quand ils nous ont fait part de ce projet, on leur a expliqué que nous, il fallait absolument qu'on se prépare côté Doctolib, d'une part, pour tenir la charge techniquement, Martin va en parler dans quelques instants, et d'autre part, pour proposer des fonctionnalités dédiées pour que les patients trouvent ces rendez-vous-là et pas les autres. Donc, pourquoi on voulait parler de cet exemple? Parce que, en fait, nous, côté Docto, l'équipe Product et enfin, Doctolib de manière générale, on n'était plutôt pas en faveur de faire cette feature, pour plusieurs raisons. La première, c'est que la vaccination devait être élargie à tout le monde. Déjà, à ce moment-là, c'était prévu pour le 15 juin, donc quelques semaines plus tard. On savait que la feature allait être complexe et coûteuse pour nous, donc on n'était pas forcément hyper motivé pour investir dedans juste pour qu'elle marche quelques semaines. Mais ça, ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que tout ça est venu dans un contexte, je ne sais pas si vous vous souvenez la séquence des événements, où il y avait un soupçon de doses jetées. Et donc l'idée, c'était il ne faut pas qu'on jette des doses, il faut qu'on vaccine tout le monde le plus vite possible. Or, nous, selon notre analyse, déjà les doses n'étaient pas jetées, mais plutôt conservées au congélateur quelques jours de plus, ce qui est loin d'être idéal parce que ça ralentit le rythme de la vaccination, mais ce qui est quand même différent de jeter. Et surtout, le nombre qui était très dur à estimer, objectivement, mais nous, nos estimations, c'était que c'était non pas un phénomène nul, mais assez minoritaire. On estimait peut-être qu'à tout casser, il y avait 20 000 rendez-vous comme ça qui pouvaient être pris sur, à l'époque, 500 000 par jour. Donc pas négligeable, mais pas non plus un événement énorme. Et surtout, du coup, la conséquence de cette estimation, c'est qu'on s'est dit qu'on allait nourrir un espoir auprès des patients, qui vont se dire « génial, on va pouvoir se faire vacciner alors qu'on n'est pas éligible », et qu'en fait, l'écrasante majorité d'entre eux vont venir sur Doctolib et ne vont pas trouver de rendez-vous, parce que en fait, le problème, c'est encore une fois qu'il n'y a pas de dose. Donc on n'était pas hyper chaud, on l'a quand même fait. Nos top managers nous ont dit de le faire, on l'a fait. Et les résultats ont été à peu près ce qu'on avait imaginé, donc 20 000 rendez-vous par jour les premiers jours. Mais surtout, finalement, la vaccination a été élargie à tout le monde le 27 mai, donc 15 jours après. Donc la feature n'a vraiment pas servi très longtemps. Léo en parlait, une des problématiques qu'on a beaucoup eues pendant la vaccination, c'est des problèmes de performance. Et justement, le premier gros risque qu'on a eu, c'était à ce moment-là, au moment de la feature des moins de 24 heures. Pour vous remettre un peu le contexte, on a vraiment le triptyque de l'enfer. On a le président qui va faire une allocution, donc gros pic de trafic à un moment T. Des gens qui vont venir faire des recherches de vaccination, et comme Léo en parlait au début, en fait, les recherches de vaccination, en termes de charge pour notre infrastructure, c'est beaucoup plus gros qu'une recherche normale, parce qu'on va chercher 2 rendez-vous en même temps.
Et en bonus, on a cette fameuse fonctionnalité des moins de 24 heures qui, elle aussi, est encore plus gourmande que la moyenne. Donc c'est vraiment pas du tout une situation dans laquelle on a envie d'être. Et à la fin d'un des fameux stand-up de vaccination, le VP Engineering me dit bon, bah, Martin, est-ce que tu peux rester dans la salle, s'il te plaît? Je dis bien sûr. Et là, il me dit ben voilà, c'est pas compliqué, tu nettoies ton agenda, je te donne 3 des ingénieurs les plus seniors de la boîte et vous me faites tenir la plateforme. Vous vous démerdez, vous me faites tenir la plateforme pour le 12 mai. Et donc là, on avait une semaine pour faire ça. Et donc, on a commencé à creuser dans les requêtes, etc. Et au final, on a fini par faire quelque chose qu'on vous dit de absolument jamais faire sur un produit de réservation. C'est-à-dire qu'on a mis du cache absolument partout sur le site. Et si je vous en parle, ce n'est pas parce que je suis un sadique, que j'ai aimé vous voir galérer à essayer de trouver des créneaux, mais c'est parce qu'en fait, c'est le genre de moment où il faut un peu lâcher sa casquette de PM, je veux faire la meilleure UX possible pour mes utilisateurs, etc. Ça, c'est très bien en temps normal, mais en fait, quand le risque en face, c'est la plateforme est morte et personne ne peut prendre rendez-vous, mais finalement, tout ce qu'on va pouvoir faire pour éviter qu'on tombe, c'est déjà améliorer l'UX. Et donc, c'est vraiment ce genre de moment où il faut un peu lâcher, je dirais, on a parlé de plein de méthodes, de plein de process, par moment, il faut savoir s'en sortir et juste se dire qu'est-ce qu'on fait pour rester en vie. Mais ça ne suffisait pas, en fait. Et la raison pour laquelle ça ne suffisait pas, c'est qu'on n'est pas With Event. Nous, d'habitude, les gens, ils viennent pas prendre... On n'a pas 15 000 personnes qui viennent prendre la même chose sur Doctolib. C'est très rare qu'il y ait 2 personnes qui veulent exactement le même créneau chez le même médecin. Chez nous, c'est réparti dans le temps et c'est réparti sur tous les médecins qui sont sur Doctolib. Et donc, on essayait de faire avec le moteur de Docto, qui est très flexible, qui a beaucoup de fonctionnalités, mais qui n'est pas optimisé pour ça, on essayait de le tordre pour en faire un moteur de billetterie à haut volume. Et on s'est rendu compte qu'en fait, juste ça n'allait pas marcher. Et c'est Léo qui, à un moment, nous a dit « Mais attendez, est-ce qu'au lieu de tenir la charge, on ne pourrait pas essayer de réduire la charge ?» Et en fait, on s'est dit « Mais on ne peut pas empêcher les gens d'aller taper doctolib.fr dans la barre d'adresse. Comment on fait pour réduire la charge ?» Et en fait, si, parce qu'on peut les faire attendre. Alors, on a eu du bol sur ce coup-là parce qu'on avait un de nos fournisseurs qui avait un produit de file d'attente en bêta. Et donc, en parallèle de l'équipe qui a mis en place le cache, on a une équipe qui a mis en place ce système de file d'attente sur le site qui se déclenchait quand il y avait trop de trafic qui arrivait. Petite anecdote à l'époque, le product manager qui gérait cette équipe s'est dit que ce n'était pas la peine de mettre la conversion des minutes en heures parce qu'on n'aurait jamais plus d'1 heure d'attente. Voilà. Et globalement, en fait, le 12 mai, ce qui est marrant, c'est que cette fonctionnalité, elle a assez peu servi. Quand il y a eu l'ouverture au 12 mai, qu'il y a eu un pic, je pense que c'est resté en production en tout dans la journée, une vingtaine de minutes, pas plus. On s'est dit, on en fait quoi? Bon, on la garde, on ne sait jamais, ça pourra servir, etc. 2 mois plus tard, le 12 juillet, Emmanuel Macron annonce le pass sanitaire sans qu'on soit spécialement prévenu en avance. Et là, il s'est passé plusieurs choses. Bon, déjà, cette liste d'attente nous a sauvé la vie. Mais en plus, et ça c'était quelque chose qu'on n'attendait pas, c'est qu'en fait, une fois que les utilisateurs avaient passé de la liste d'attente, paradoxalement, l'expérience sur le produit Doctolib était bien meilleure parce qu'en fait, il y avait moins de gens qui se rentraient dedans sur le site, et donc notre site fonctionnait juste normalement. Et ce qui fait que les gens arrivaient plus facilement à prendre rendez-vous. Et on le voyait au niveau de l'UX, mais on l'a vu au niveau des chiffres, parce qu'en fait, la liste d'attente ne nous a pas du tout empêché de casser le record de vaccination absolu. À cette période-là, dans cette soirée-là, on a fait 20 000 rendez-vous en ligne par minute. Et donc voilà, on voulait vous parler de ça, surtout pour ce genre de moment où finalement, en fait, quand on a un problème impossible à résoudre, des fois le formuler un petit peu différemment, en fait, ça permet de trouver des solutions auxquelles on n'a pas pensé au début. Là, on vous a parlé un petit peu on vous a fait l'historique de Berlin jusqu'au pass sanitaire, qui est un petit peu pour nous le début de la fin de l'investissement tech et produit. Et donc chez Docto, il faut savoir qu'on a une démarche très KPI. Donc chaque équipe a un KPI, toute la priorisation est faite par rapport à l'impact sur ce KPI, etc. Bon, là, on n'a pas du tout fait comme ça. Mais on voulait quand même vous donner quelques chiffres et aussi vous dire ce qu'on suivait en fait comme chiffre. Donc bien sûr, le nombre de rendez-vous pris en ligne. Donc en France, il y a eu 65 millions nombre de rendez-vous pris au global. En France, il y en a eu 65 millions. On a équipé 1800 centres de vaccination. Donc en plus, des 700 qu'on a équipés dans les 5 premiers jours, ça a continué à grossir. Pour vous donner une idée, ça fait à peu près 90% des centres de vaccination français. Et surtout, on a eu 75% de réservations en ligne. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, parce que la réservation en ligne pour Doctolib, c'est vraiment ce qui apporte le plus de valeur à nos clients, mais au système de santé en général, parce qu'en fait, c'est ce qui leur permet de juste de ne pas avoir à gérer la prise de rendez-vous. Et surtout, on savait que les standards téléphoniques des centres ne pouvaient pas gérer cette prise de rendez-vous en ligne. Il y avait une prise de rendez-vous téléphonique centralisée, mais qui n'était pas à la taille pour gérer un tel volume. Donc finalement, plus on arrivait à avoir de rendez-vous, plus on arrivait à soulager tout ça.
En Allemagne, on avait donc c'est un petit peu différent. En Allemagne, je vous rappelle qu'on a travaillé au niveau des centres qu'avec le Länder de Berlin, donc forcément les chiffres sont moins gros. Et on voulait vous parler du taux de prise de réservation en ligne pour illustrer des petites différences culturelles, parce que typiquement, culturellement, la réservation en ligne est moins développée en Allemagne. C'est même dans notre produit normal, c'est quelque chose qu'on remarque tous les jours. Je ne vais pas m'étendre sur pourquoi, sinon j'en ai pour 2 heures. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un double effet qui se coule, c'est que vu que la prise de rendez-vous en ligne est moins développée en général, le Länder de Berlin avait prévu un service au téléphone extrêmement développé, extrêmement bien staffé et qui a été notre partenaire là-dessus. Et donc, ce qui a fait qu'il y a eu encore moins de rendez-vous en ligne parce que c'était assez facile, même très facile, de prendre rendez-vous au téléphone directement avec ce standard. Alors, en préparant ce talk avec Martin, on a essayé de faire une rétrospective. C'était juste avant les vacances, on commençait à lever un petit peu le pied, on avait arrêté les meetings quotidiens de synchro. Donc on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on aurait fait différemment, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment. Et il y a 2 choses qu'on voulait partager aujourd'hui. La première, c'est plutôt un aspect organisationnel. Donc c'est un projet, vous l'avez compris, qui a demandé énormément d'investissement de Doctolib. Et côté tech et produit, on a eu au plus haut, donc plutôt novembre, décembre, janvier, jusqu'à 6 feature teams qui ont travaillé sur le sujet en même temps. Et progressivement, on est redescendu à 2 feature teams, une côté patient, une côté pro. Et ces 2 feature teams-là, elles sont restées finalement sur la task force du début jusqu'à la fin. C'est un sujet qui est très très motivant, on était tous très contents, même fiers un peu de participer à ça, de se dire qu'on aide 2 pays à surmonter cette crise. Mais c'était fatigant. C'était fatigant, des jalons qui s'enchaînent, une pression constante, enfin on en a parlé. En juin, on a fait monter une 3e équipe sur le sujet, parce qu'en fait, il y avait plein de gens, tech et produits, qui n'étaient pas dans la task force, qui étaient vraiment bouillants pour participer, qui étaient presque même frustrés de ne pas participer. On s'est dit, OK, très bien, on vous fait monter en compétences. On a libéré une des autres équipes une fois que la 3e était complètement onboardée, ce qui a permis de ne pas baisser le rythme, parce qu'il y avait toujours des jalons qui s'enchaînaient. Ça a apporté pas mal de sang neuf, une nouvelle dynamique, et en fait, avec du recul, on se dit qu'on aurait dû le faire bien avant, mais c'est vraiment avec du recul, parce que sur le coup, quand on est dans le jus et que tous les matins, on apprend des nouvelles choses qui tombent et qu'il faut livrer le soir ou dans 2 jours, on n'a pas forcément ce recul, encore une fois, de se dire peut-être qu'il faut qu'on change les équipes. Et le 2e point, c'est plutôt sur une fonctionnalité. Léo en a parlé au début. Depuis le début de la vaccination, on réservait les 2 rendez-vous en même temps. Et ça, on savait que dans les premiers mois, c'était une bonne décision. Parce que, encore une fois, il n'y avait pas beaucoup de doses, donc ça permettait d'être sûr que quand vous réserviez en ligne votre premier rendez-vous, vous étiez sûr qu'il y avait une place pour vous, pour votre rappel 6 semaines plus tard. Sauf qu'en fait, quand le contexte a commencé à changer, quand il y a eu de plus en plus de doses, et surtout quand les médecins généralistes, enfin les praticiens se sont mis à vacciner de leur côté, cette fonctionnalité avec les 2 rendez-vous pris en même temps apportait beaucoup de rigidité dans la manière de gérer les rendez-vous. Ça posait des problèmes, par exemple, avec les vacances, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe quand dans 3 mois, c'est les vacances de votre médecin généraliste? Est-ce qu'on ne lui laisse pas prendre de rendez-vous maintenant parce que sinon il ne pourra pas faire les rappels, ce genre de choses. Et donc on s'est posé la question, pas mal, de se dire est-ce qu'on ne devrait pas casser ça, maintenant qu'il y a des doses et que les gens ne vont pas perdre, ne vont pas être complètement bloqués. Et c'est quelque chose sur lequel on a un peu tourné en rond. C'était pas si simple. À l'époque, on pensait par exemple que l'approvisionnement des médecins généralistes allait être très stable, qu'ils allaient recevoir 10 ou 20 doses par semaine et que ça allait être fluide dans le temps. C'est pas du tout ce qui s'est passé, parce qu'en fait, ils ont reçu des doses au début, puis après, ils ont arrêté d'en avoir. Donc, résultat, les 2 rendez-vous pris ensemble, ça les gênait, parce qu'ils disaient, mais attendez, je suis pas sûr des doses que je vais avoir dans 6 semaines, donc comment je fais? Donc, c'est typiquement le genre de décision où, en fait, avec le contexte qu'on avait à l'époque, et les informations qu'on avait, où on me disait l'approvisionnement va être stable, les écarts vont être un peu figés, je dirais on a pris une bonne décision dans le sens en termes de process, mais en fait quand on regarde vraiment la fonctionnalité, et qui a aussi au passage généré beaucoup de problèmes en termes de bugs, parce que des fois il y avait des interactions, et on a passé des semaines à essayer de corriger ça, on se dit en fait, c'est pas parce qu'avec les informations qu'on avait, la décision était bonne que c'était une bonne décision d'un point de vue produit. Et là maintenant, avec toutes les informations qu'on a eues, on se dirait que peut-être qu'on aurait cassé ça. Ça nous aurait bien simplifié la vie pour les 3-4 derniers mois de la vaccination. Voilà.
Donc, merci beaucoup pour votre attention. Juste un dernier petit mot. Avec ce talk, on a voulu faire un petit mix entre anecdotes sur les coulisses d'un projet qui, pour nous en tout cas, était vraiment unique, et des learnings produits. J'espère que ça vous a intéressé. On a fait une sélection de sujets, mais bien sûr, là, dans quelques instants, si vous voulez nous poser des questions sur ce qu'on a présenté ou sur n'importe quel autre sujet, n'hésitez pas, avec grand plaisir. Je voudrais juste rajouter un dernier mot. Là, on a parlé beaucoup des équipes tech et produits, mais Martin et moi, on tient à dire aujourd'hui que c'est un projet qui a été porté par toute l'entreprise, vraiment, vraiment toute l'entreprise. Il y a beaucoup d'équipes qui ont participé, qui ont fait pause sur tout ce qu'ils faisaient pour faire ça. Les équipes de déploiement, par exemple, qui ont été constituées avec des équipes diverses de Doctolib et qui ont déployé tous ces centres. Donc, je ne sais pas si vous avez bien en tête, mais les centres parfois étaient montés par des gens qui n'y connaissaient rien, ni en gestion d'un centre, ni en Doctolib, et qu'il a fallu qu'ils se formaient à gérer un centre, qu'ils se formaient à Doctolib en même temps, qu'ils démarraient à vacciner en même temps. Enfin, c'était vraiment complexe. Et nous, on a des équipes, des dizaines de personnes qui ont travaillé avec tous ces professionnels de santé pour monter ces centres. On a nos équipes support qui ont eu beaucoup d'appels par moment, notamment quand on a lancé fin février les médecins généralistes. Et il y avait aussi les centres qui appelaient, enfin vraiment support, une chef de projet qui a coordonné tout ça de main de maître. Donc voilà, c'est vraiment toute l'entreprise qui a participé. Si vous voulez rejoindre notre aventure pour vivre des aventures comme ça, ou j'espère des aventures moins liées à des pandémies internationales, n'hésitez pas à visiter notre site carrière. On a beaucoup de place, on recrute 1000 personnes cette année et on vous attend. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Une première question. Bonjour, merci beaucoup pour cette presse. J'imagine pas la performance de déploiement du vaccin en France en Doctolib. Est-ce que vous aviez des rituels avec le gouvernement? Comment est-ce que l'information vraiment descendait, quoi? Comment ça marchait? Oui, absolument. Alors, on avait une personne chez nous qui s'appelle Aurélie, qui a été vraiment centrale. Donc, non seulement en interne de Doctolib, elle coordonnait toutes les équipes. Typiquement, elle faisait partie de notre réunion du matin, tous les matins. Et elle avait des points, je pense, quotidiens avec la task force gouvernementale, parce que le gouvernement a fait une task force aussi, avec des gens dédiés à ce sujet, et donc ils se parlaient tous les matins, et parfois plusieurs fois par jour. Et nous, c'était Aurélie qui faisait le lien et qui nous redescendait toutes les infos, et qui nous permettait aussi de les remonter par moment. Est-ce que ça répond à ta question? Parfait. Une autre question? Alors j'imagine que quand on construit comme ça une task force qui est quasiment toute l'entreprise, en fait, qui se met en mode task force, ça a pas mal chamboulé les process de l'entreprise, daily meeting, etc. En termes de livraison, vous avez pas mal cassé de silos, j'imagine, pour pouvoir fonctionner comme ça. Sur du moyen ou long terme, tout ce changement de process, qu'est-ce que vous allez en tirer? Est-ce que vous allez revenir à ce que vous faisiez avant la pandémie, ou est-ce qu'il y a des changements d'organisation qui vont rester? C'est une bonne question. En fait, je sais, tu veux répondre? Ouais, j'ai un petit bout de réponse déjà. Ce qui est intéressant, c'est que pendant la task force, en fait, on a reconstruit notre propre organisation. Dans un sens où il y a un exemple, c'est pendant ces 3 jours-là, au moment où on a commencé à déployer tous ces centres, et Léo en parlait, on avait des configurations qui se rentraient dedans. Les gens qui déployaient les centres venaient me voir et l'autre product manager en direct. Et donc, c'était du 1 contre 70 sur attends, pourquoi ça ne marche pas là, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, on a remis dans la boucle une équipe qui existait déjà, qui s'appelle Technical Services chez nous, qui est en charge de répondre à ces questions. Et quelque part, on a presque retrouvé l'utilité d'équipes qu'on avait déjà, non pas qu'on pensait qu'elles étaient inutiles, mais en fait, on a reconstruit l'organisation autour de cette chose-là. Et ce qui était intéressant, c'est que on a reconstruit plus ou moins la même organisation, en fait. Donc, je ne vois pas d'impact direct, plutôt des choses qu'on a prouvées continuer à marcher, même en situation de crise. Je voudrais ajouter quelque chose à ce que disait Martin, et c'est ce qui m'est venu en tête quand tu as posé la question. En fait, de manière générale, chez Doctolib, on change très souvent d'organisation au fil de notre stratégie, de l'actualité, du staffing, tout le temps en fait. Donc pour la vaccination, on a changé d'organisation. Par exemple, nous, on a créé plusieurs feature team vaccination avec nos rituels. Mais les équipes de déploiement, en fait, on a créé une structure, on a changé l'organigramme Doctolib. Il y avait une personne qui gérait les équipes de déploiement avec des changements d'équipe. Il y a certains commerciaux qui sont venus dans cette équipe, certaines personnes du support, etc.
Et ça, c'est resté en place jusqu'à maintenant. Et là, peu à peu, la charge descendant, ces gens vont retourner à d'autres postes, on va rechanger l'organisation. Donc changer d'orga, pour nous, vu notre croissance, c'est assez fréquent en fait. Donc on garde ce qu'il y a de bon, adapté à la situation en fonction de nos besoins. Une autre question? Je vais au fond. Bonjour. Je voulais savoir si vous aviez, enfin déjà comment vous aviez perçu les initiatives comme Vitmados, Chronodose qui ont été lancées avec Covid Tracker, et si vous aviez eu des relations avec eux, notamment pour soulager cette période donc, qui a été courte, hein, mais en tout cas sur la partie dose de 24 heures. Ma premier élément de réponse, c'est je tiens à les féliciter, parce que c'est du travail bénévole qu'ils ont fait en tant que citoyens, et moi je trouve ça assez formidable que des gens investissent de leur temps personnel pour essayer de surmonter une crise nationale. Donc, déjà, je trouve ça super, donc je leur dis bravo. Oui, on a eu des liens avec eux. Vitmados, typiquement, on a dû être en lien avec eux parce que nous, de manière standard, tout ce qui scrape Doctolib est bloqué par notre team sécurité. Donc eux, on les a whitelistés, mais je leur donne beaucoup de crédit parce qu'on a été en lien avec eux, ils ont accepté nos conditions, la fréquence de polling, etc. Mais en tout cas, on était en contact, on les a un peu soutenus de cette façon-là. On n'a pas trop été en contact avec CovidList. Et voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Merci. Une autre question? Qu'est-ce qui a été mis en place en particulier pour la gestion de cette pression et le droit à l'erreur? Si. Non, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut couper la caméra? Non, je rigole. De manière générale, je pense que, et ça je ne parle pas que de Doctolib, je pense beaucoup d'entreprises, c'était une période, on ne va pas se mentir, très éprouvante. Le remote, full remote du jour au lendemain, les écoles fermées pendant le premier confinement, le reconfinement, etc. Donc je pense que Doctolib a fait beaucoup pour essayer d'accompagner au maximum ses employés. Donc là, des exemples me viennent en tête, mais ce n'est pas exhaustif. Par exemple, on a eu des subventions pour changer notre équipement de chez nous, des séances de coaching ou de psy offertes sur des plateformes. Toutes les personnes qui ont eu besoin d'adapter leur rythme de travail l'ont fait, mais sans qu'on fasse... au contraire, on les a encouragés. Il y a des gens qui se sont mis à mi-temps parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, d'autres qui ont pris des vacances, etc. Tout ça, on a fait tout ce qu'on a pu. Un autre exemple, c'est pendant le second confinement, où la plupart des gens étaient en remote, en full remote, mais il y avait des personnes qui avaient tellement mal vécu le premier confinement, notamment les personnes qui vivaient seules, que c'était trop dur, et donc les bureaux de Levallois, qui, je ne sais pas si vous êtes déjà passé devant, c'est un énorme immeuble pour des centaines de personnes, on les a laissés ouverts juste pour une dizaine de personnes, avec tout le coût que ça engendrait, mais on l'a fait parce que c'était trop dur pour ces personnes-là. Donc tout ce genre d'initiatives ont été mises en place pour soutenir dans cette période difficile. Et après, le droit à l'erreur, nous on a montré là des exemples de choses qui n'ont pas été faites parfaites. On essaye au contraire d'en tirer des enseignements et de progresser tous ensemble. Je pense que c'est pas mal dans l'ADN de Doctolib, donc il n'y a personne qui va montrer du doigt quand quelque chose se passe mal. On va plutôt essayer de voir comment faire mieux pour les jours qui viennent et la fois d'après. Ouais. Et si je peux rajouter, il y a eu quelque chose aussi au niveau en interne dans l'équipe. C'est-à-dire que nous, on était en première ligne pour gérer les choses. Et je parlais avant de la personne qui m'avait dit vide ton agenda. C'est-à-dire qu'on a littéralement, il y a beaucoup de gens qui en fait vidaient leur agenda, on mettait qu'on faisait de la vaccination dans nos statuts Slack. Et on disait aux gens, en fait, on va arrêter de vous répondre. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le reste de l'organisation s'est adapté autour de ça. C'est-à-dire que on vide nos agendas, ouais, mais c'est bien, mais en fait, il y a des entretiens à faire passer, là, qui nous remplacent, il y a des gens à coacher, à manager, etc. Et en fait, toute l'organisation, même ceux qui n'étaient pas directement en train de travailler sur la vaccination, finalement, on a fait rentrer les remplaçants sur tous ces moments-là. Pas mal de développeurs qui font passer des entretiens, qui trouvaient des gens en continu. Pareil, on a un système qu'on appelle de duty, c'est-à-dire de développeurs qui surveillent la production. Quand c'était des gens de la vaccination, on trouvait des remplaçants en continu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était une VP Engineering qui a introduit le concept du totem. Et un jour, nous a dit, voilà, là, vous avez le totem, vous êtes sur le projet le plus important de la boîte, donc vous allez chercher qui vous voulez. Si vous avez
besoin d'une expertise n'importe où. Alors là, il parlait plutôt côté tech, mais même, vous allez prendre cette personne, vous allez la chercher, vous allez la déranger, vous dites que c'est important, et en fait, elle va venir vous aider. Et le fait de travailler dans ces conditions, ça permet de rendre beaucoup plus supportable toutes les deadlines, puisqu'on n'est pas coincé entre le marteau et l'enclume, en fait. Tout le monde rame dans le même sens, et globalement, ça finit par marcher, quoi. Merci. Je vais aux questions. Alors, moi, je vais poser une question qui va peut-être faire du bien à l'ego de Doctolib. Qu'est-ce qui, à votre avis, a fait que le gouvernement vous a fait confiance? Parce qu'il y aurait pu y avoir une solution de créer from scratch une plateforme. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont choisi Doctolib et pas quelqu'un d'autre? Enfin, pas une autre entreprise, plutôt. Alors, il se trouve que je n'ai pas précisé, mais on n'est pas les seuls à avoir été choisis. Il y a aussi 2 autres entreprises qui ont été choisies. Et pourquoi avoir fait appel à des entreprises et pas avoir fait leur propre solution? En fait, moi, travaillant chez Doctolib, la réponse me semble un peu presque évidente, mais parce que je suis du métier. La prise de rendez-vous en ligne, ça ne s'improvise pas, en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut développer rapidement comme ça dans l'urgence. Nous, on avait une solution qui était prête. Et surtout, je pense qu'il est très important de comprendre que tout ça, ça ne se résume pas juste à un site B2C avec des créneaux et un formulaire à remplir. Derrière, et là, je pense que vous l'avez un peu compris avec tout ce qu'on vient de vous raconter, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui travaillent pour que ces rendez-vous soient accessibles sur Internet. Il y a des centres derrière, il y a un logiciel de gestion de rendez-vous qui est utilisé par les professionnels. Si vous êtes fait vacciner dans des centres gérés avec des logiciels Doctolib, vous avez peut-être vu qu'à l'accueil, on vous demandait est-ce que vous avez bien rendez-vous. En fait, c'était dans Doctolib que c'était vérifié tout ça. Et les équipes de déploiement qui ont permis ça, le support, et tout, c'est toute une entreprise qu'il faut derrière. Et je pense que pour le gouvernement, ce n'est pas possible d'improviser ça et de développer sa propre solution, alors qu'il y a une solution française en plus qui est prête et qui fait la même chose. Il nous reste 5 minutes, ce sera peut-être la dernière. Ou l'avant-dernière, on ne sait pas. Ok, merci à tous les deux déjà pour ce partage, vraiment cool. Je rebondissais sur le côté vide ton agenda. Et ma question, c'est comment vous avez fait de la place dans votre roadmap? Est-ce que le fait de répondre à la vaccination, ça avait une valeur telle pour Doctolib et pour vous que pas de questions, on fonce, on fait ça? Ou est-ce qu'il y a eu débat? Est-ce qu'il y a eu des organisations particulières autour de ça? Il n'y a pas eu de débat. Globalement, pour répondre rapidement, non, il n'y a pas vraiment eu de débat. C'est-à-dire qu'on a eu, à partir du moment où on avait décidé, donc on va dire qu'il y a eu 3 phases. Il y a eu le tout début sur Berlin, où là, c'était vraiment 2 équipes staffées là-dessus. En fait, il y a même une équipe qui a été créée en avance pour toute l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui devait se monter en janvier, on avait les personnes, c'était juste histoire d'attendre un peu. On s'est dit, en fait, vu qu'on sait qu'ils vont travailler ensemble et que c'est proche d'un scope sur lequel ils vont travailler plus tard, on la monte 1 mois en avance et vous faites que de la vaccination. La deuxième phase, je dirais la phase de scaling, au moment où on a eu tous les centres à déployer en 5 jours, là il y a 6 feature teams qui se sont montés en se disant mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Quelle est la capacité qu'il faut qu'on déploie pour équiper ces centres? Tu m'interromps quand j'ai des bêtises. Et à partir de là, on s'est dit très bien, il nous faut 5 feature teams, donc ça fait 5 feature teams. Et après, sur le reste, en fait, on a allongé. Alors, il y a beaucoup de fois où juste on s'est dit, bon, on pense qu'au mois de mai, ça sera fini, on pourra recommencer nos projets KPI derrière, etc. Ça, on se l'est raconté 5 ou 6 fois, je pense, avant juste de faire la paix avec nous-mêmes et se dire qu'on mettait Covid sur les roadmaps jusqu'à ce que les choses soient vraiment finies. Mais globalement, il n'y a jamais trop eu de débat sur est-ce qu'on réduit l'investissement de la vaccination pour aller faire telle feature, etc. C'était la vaccination d'abord, parce que c'est ça qui est important aussi en projet d'entreprise. En fait, c'est le genre de choses dans lequel on croit et c'est pour ça aussi qu'on fait ce qu'on fait. Et après, on essaye au mieux d'arranger les autres roadmaps en fonction. Mais c'était plutôt comme ça que ça se réfléchissait. Ok, merci. Cette fois-ci, c'est vraiment la dernière. Je crois que madame a une question. Merci beaucoup. Moi, je suis fanat de Doctolib depuis le début, je crois. Donc, ça a sauvé ma vie de maman. Maintenant que vous avez capté une grande majorité des Français comme clients, est-ce que vous avez impacté votre roadmap, commencé une nouvelle roadmap, ou est-ce que ça n'a pas eu d'impact du tout? Pour être tout à fait honnête, et ça répond aussi, je pense, un petit peu à la question d'avant, on ne sait pas vraiment, ça va peut-être sembler niais, mais c'est la réalité, on ne s'est pas vraiment demandé si oui ou non il fallait y aller.
on s'est un peu senti en capacité de le faire et presque comme un devoir de le faire parce que on voulait en fait tout simplement que notre pays surmonte cette crise. Et donc, quand le gouvernement a fait appel à nous, ouais, on était contents, on voulait y aller à fond. On ne s'est pas posé la question de la rentabilité et tout. Enfin, spoiler, c'est pas du tout rentable, mais on voulait le faire quand même, en fait. Et donc, donc on a fait de la place dans les roadmaps en poussant ce qu'on devait pousser. Et là, aujourd'hui, pour être aussi assez honnête, avant la vaccination, le grand public nous connaissait déjà quand même pas mal. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait tellement de personnes qui nous aient découvert grâce à la vaccination. Il y en a un peu, évidemment, on ne va pas se mentir. Mais là, globalement, on reprend plus ou moins le projet qu'on avait prévu de faire avant la vaccination. Dont vous allez bientôt entendre parler, j'espère. Merci beaucoup. Merci énormément.